Il n'empêche que c'est un cuisant échec au box-office, donc là, Shyamalan, il faut qu'il se refasse, c'est un peu comme au poker, à un moment, il faut se refaire. Et il va tenter de se refaire en 2013 avec un film de commande, un pur véhicule pour Will Smith et son insupportable enfant, After Earth. Et After Earth, c'est faible à tous les niveaux. Il y a une histoire qui tient sur un timbre-poste, les prestations des acteurs sont peu inspirées, on va dire. Will Smith se met volontairement en retrait pour laisser de la place à son fiston, il veut lancer sa carrière hollywoodienne, sauf que le fiston, il a clairement pas les épaules pour ça. Le film est raté, les effets spéciaux, je les trouve un peu faibles, l'histoire, il n'y a rien derrière. Franchement, dernièrement, j'ai vu un film qui s'appelle 65 avec Adam Driver, qui est beaucoup plus sympa, sur un peu le même type d'histoire, hein, un véhicule extraterrestre qui s'écrase sur Terre, voilà, qui est soumis à tout un tas de dangers. Alors là, en l'occurrence, dans 65, c'est la préhistoire. On sent que le film est un peu brinque-ballant, mais reste un grand spectacle que moi, personnellement, j'ai bien aimé. Sans prétention, vraiment chouette, plein d'effets spéciaux. Là, After Earth, ça me donne rien. Ça envoie rien, je trouve, en direction du spectateur. C'est un film que je n'aime pas du tout, je ne l'ai pas dans ma collecte, et je ne l'aurai pas dans la collecte. Et c'est là que Shyamalan va toucher le fond du gouffre, parce que il est plus bankable, c'est fini. Son nom, ça suffit plus de le mettre sur une affiche. Au bout d'un moment, on va pas mettre le réalisateur du Sixième Sens quand vous avez commis Phénomène, quand vous avez fait le dernier mètre de l'air, quand tout ça, ça s'est bien planté, et que After Earth, avec Will Smith, c'est un des échecs les plus cuisants au box-office de la star. Bref, vous êtes presque persona non grata à Hollywood. Et faut revenir vite. Et revenir éventuellement même par la petite porte. Et c'est ce que va faire Shyamalan, et ça c'est très très malin, en réalisant The Visit en 2015. The Visit, c'est pas à proprement parler un film de Shyamalan, c'est plutôt une production de Jason Blum. Seulement voilà, les productions de Jason Blum, on parle assez de lui sur cette chaîne, vous le savez, ça coûte pas cher, 5 millions de dollars. Seulement, ce film, avec ce petit budget de 5 millions de dollars, va ramasser 65 millions aux États-Unis, et 35 millions dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est un plébiscite. Et quand vous ramassez à ce point-là votre mise, rien qu'aux States, on s'en fout un peu du reste du monde. Certes, le film fait 100 millions tout autour de la planète, mais c'est un gros succès. C'est donc le retour de Shyamalan à la recette qui a fait son succès, parce que c'est un vrai film à twist. Pour le coup, je trouve que c'est une très bonne production de Jason Blum. C'est un film qui est à mi-chemin entre la comédie et le film d'horreur. Shyamalan dit lui-même qu'il savait pas trop dans quelle direction il voulait aller. Il avait tourné des plans vraiment purement comédie, et puis des plans purement horrifiques, et au final, il dit que le film s'est retrouvé un petit peu entre les deux. C'est ce qu'on a sur l'écran, avec un vrai twist. Et là, pour le coup, le twist, je l'ai senti un peu venir dans la dernière partie du récit, mais en toute honnêteté, dès le début du film, j'étais porté, je me suis dit, voilà, c'est pas un film magnifique, 5 millions de dollars, hein, donc il y a plein de scories dans ce film. Il y a des petits moments de tension, et puis il y a des moments qui sont un petit peu ridicules. La relation entre les deux enfants est un petit peu moyenne, je trouve. Mais voilà, ça reste le cinéma de Shyamalan, sous l'égide de Jason Blum. Ça cartonne, Shyamalan est relancé. Pour la petite histoire, quand même, il est totalement investi dans son art, parce qu'il a hypothéqué sa maison. Hein. Pour réaliser ce film, oui, 5 millions de dollars, mais lui, il a mis un peu de sa poche. Pour revenir, il a fallu qu'il fasse allégeance, et donc du coup, il a quand même mis un peu de ses deniers personnels. En gros, si ce film ne marchait pas, on n'entendait plus forcément parler de Shyamalan. Et quand je vous parle d'échelle de valeur, hein, dans le cinéma, c'est que 5 millions de dollars de budget pour The Visit, c'est 65 millions de recettes aux États-Unis. After Earth, c'était 130 millions de dollars de budget, pour en ramasser 60 aux États-Unis. C'est dire le flop, hein, c'est dire le flop dont sortait Shyamalan. Donc c'est assez impressionnant de voir à ce moment-là cette renaissance par vraiment la petite porte, sur un tout petit budget, un tout petit film, qui va pourtant, en étant savamment marketé, recueillir les ferveurs du public à nouveau. Shyamalan, c'est aussi un producteur, hein, au passage, il produit Devil, un petit film que je trouve plutôt sympa, qui n'a pas été très bien accueilli, on va pas se mentir. Il produit aussi la série Wayward Pines. Donc voilà, il est occupé le garçon, et puisque ça a bien marché avec Jason Blum, on va repartir, on va réitérer cet effort avec Split en 2016, Anna Taylor-Joy, James McAvoy, 9 millions de dollars de budget. Quand vous voyez Split, c'est 9 millions de dollars de budget. C'est un micro-budget encore. 140 millions ramassés aux États-Unis, 140 millions sur le reste de la planète, 280 millions au total, c'est un carton. 9 millions, 280 millions, vous faites le calcul, ça donne le vertige. Des acteurs inspirés, parfaitement dirigés, une histoire vraiment touchante, ça marche à fond, et surtout, il y a ce twist final. Il n'y a pas trop de twists dans ce film, en fait, le film est un twist permanent, il y a une suite de twists en permanence dans ce film, mais c'est surtout à la fin cette espèce de petite scène qui raccroche ce film à incassable, et là, forcément,
les gens en veulent plus, les gens en redemandent, et c'est une façon assez maligne de vendre le film, et surtout de vendre le film suivant en avance, Glass, qui sortira 3 ans plus tard, en 2019. Alors je vais pas dire forcément chef-d'œuvre, parce qu'il faut faire très attention avec ce terme, et puis on parle d'une carrière très riche, mais là pour le coup je trouve ce film extraordinaire. C'est un film cynique, c'est un film sombre, c'est un film violent, qui fait un écho mais parfait à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Franchement, on manque de héros, on manque de super-héros. Quand vous regardez les BD d'ici, les BD Marvel, ils ont toujours des exemples. Captain America, Superman, ces symboles de lumière. Nous, dans notre monde, on est un peu dans une espèce de réalité alternative ici, des mondes d'ici, où ben non, elle est où la lumière? Ils sont où nos héros? Ils sont plus là, et là dans Glass c'est un petit peu cette thématique-là, cette thématique du super-héros dans notre monde moderne, bah, qui va finalement étouffer toute velléité de bonté, toute générosité, toute envie de jouer au héros, littéralement, d'aller faire le bien autour de soi. Bah non, ça va être écrasé, étouffé par ce monde cynique, encore une fois, dans lequel on vit. Et c'est un film terrible que je trouve vraiment, mais extrêmement violent, avec des scènes d'anthologie, littéralement. Ça nous donne vraiment ce qu'on est venu chercher, mais encore tellement plus. J'aimerais vraiment, vraiment voir ce monde développé dans une série, sous quelque forme que ce soit. Alors, pour vous dire la vérité, moi j'aurais préféré une fin plus lumineuse. Sincèrement, la fin est tellement sombre, tellement triste, que moi ça me perce le cœur. J'aurais vraiment préféré autre chose. J'aurais préféré vraiment, sincèrement, qu'il y ait une explosion à la fin de lumière, que voilà, ça soit une nouvelle ère pour l'humanité qui nous soit présentée dans ce film. Pas du tout, on reste vraiment dans un cinéma réaliste, donc du coup forcément un petit peu dépressif, mais c'est pour le coup exactement ce que j'allais chercher. J'ai eu mes émotions, je trouve ça extraordinaire. On va passer très rapidement sur le film Old, qui date de 2021, qui est tout récent. C'est sympa, c'est un film un petit peu à twist, encore une fois, à twist permanent, comme le fait Shyamalan aujourd'hui. Pour le coup, je trouve que c'est un excellent film, le déroulement de l'histoire, je trouve ça très fluide, très sympa, sur cette promesse qu'il nous faisait. J'étais pas sûr qu'il puisse la tenir intégralement, cette promesse, mais pour le coup, non, le film est vraiment bon. Si ce n'est cette espèce de fin en forme de happy end qui est sortie d'un peu nulle part et qui prend le contre-pied exact de ce qu'on pouvait trouver justement dans Glass. C'est-à-dire qu'on dirait que là, notre réalisateur préféré a retrouvé un petit peu sa foi en l'humanité, donc on se retrouve avec une fin qui est un petit peu joyeuse finalement, hein. Les méchants sont punis. Je trouve ça très étonnant de la part de ce cinéaste qu'on a connu un petit peu plus acide, là pour le coup, à la fin, bah voilà, c'est un happy end, tout simplement, et ça m'a un petit peu surpris, voire un petit peu déçu, mais bon, le film reste bon, je vous le conseille, si vous l'avez pas vu, il existe en galette. On en vient à son dernier film, Knock at the Cabin, qui est sorti en début d'année, qui est disponible en support maintenant dans des très très belles éditions 4K. C'est un très bon film, un excellent film. Ça repose intégralement sur un concept, encore une fois, sauf que là, j'avais vu la bande-annonce, Dave Bautista, tout un tas d'acteurs, qui sortent un peu de leur rôle habituel. J'ai trouvé ça très intéressant comme postulat de départ, j'étais impatient de voir ce que Shyamalan allait en tirer, et pour le coup, je suis pas franchement déçu, mais j'ai pas été franchement surpris, parce que, alors si vous n'avez pas le film, je vais spoiler forcément, mais parce que le postulat de départ, c'est ces 4 personnes qui arrivent et qui vont prendre en otage en quelque sorte une famille, 2 pères et leur fille, pour leur dire, ben voilà, l'un d'entre vous doit mourir pour que l'humanité survive. En gros, c'est ça, c'est un petit peu un sacrifice. Encore une fois, on est dans une espèce de cellule familiale, l'importance de la famille, et puis au milieu, la quête de sens, et puis au milieu, presque une quête religieuse, une interrogation sur the big picture. Donc c'est vraiment, encore une fois, passionnant. C'est tout le cinéma de Shyamalan. Mais là, pour le coup, j'ai pas été surpris une seconde. On peut pas vraiment parler de film à twist. C'est pas vraiment un twist, pour le coup, parce que dès le début, ce genre de film, en fait, on l'a vu des millions de fois dans le cinéma d'horreur. Mais des tonnes de fois, c'est-à-dire, à chaque fois, soit on prend quelqu'un pour un fou, et puis finalement, ce qu'il imaginait, c'est totalement vrai, soit au contraire, on nous présente une situation un peu ahurissante, une secte, on les regarde de loin, et puis finalement, à la fin, ce qui convoquait, c'est vraiment le démon, ça va vraiment arriver, et tout ça, ces espèces de films, on en a vu, mais des tonnes. Moi, je peux pas vous en citer des millions comme ça d'un coup, mais il y avait, je me rappelle de ce petit film, je sais plus comment ça s'appelait, L'homme qui venait de nulle part, ou un truc comme ça, qui se passait dans une pièce unique, avec ce personnage qui, petit à petit,
arriver à convaincre les gens qu'il avait traversé les époques, qu'il avait traversé les âges. C'est passionnant, ça a dû coûter 6 francs 6 sous, hein, mais c'est passionnant de voir les prestations de ces acteurs quasi amateurs. Je vous l'incrusterai là sur la vidéo, parce que c'était vraiment un film que je trouvais impressionnant, et qui partage pas mal de parallèles avec Knock at the Cabin, mais pour le coup, on a déjà vu ça plein de fois. Eduardo Sanchez, Daniel Myrick, les réalisateurs du projet Blair Witch, ils ont fait des trucs un petit peu dans ce style-là. Je me souviens du... Alors je peux vous en citer quand même quelques-uns, du segment de Gareth Evans, le réalisateur de The Raid, a réalisé un segment sur l'anthologie horrifique VHS, le deuxième volet, et là il y avait une espèce de secte pareil qui voulait convoquer un démon, et à la fin le démon arrive, donc on est assez surpris. Il y a un film qui s'appelle L'Abîme de l'Enfer qui est sur Netflix, c'est un film polonais, hein. Donc il faut vraiment être un amateur de films d'horreur pour aller supporter ça, très glauque, très sombre, mais j'adore la fin. Parce qu'à la fin, on se dit, ouais, ben c'est des tarés. Il y a un côté un peu comédie horrifique dans ce film, et on se dit, ouais, c'est des tarés et tout ça. Et puis à la fin, non, ils convoquent vraiment, ils arrivent vraiment à faire venir l'Antéchrist. C'est assez impressionnant. La fin du film est assez incroyable. Enfin bref, des films comme ça, il y en a des tonnes. Il y en a un qu'on doit à Daniel Boozman, The Forest, où pareil, le personnage est complètement perdu. En pleine forêt, il pense qu'il est complètement fou avec sa famille, et puis à la fin, non, il n'est pas complètement fou, il y a une espèce de créature qui débarque à l'écran, et au moment où elle débarque plein cadre, avec ce pied qui s'écrase, c'est une espèce de révélation complètement folle. Et ben là, dans ce dernier film de Shyamalan, j'ai pas eu cet effet de surprise, parce que rien que sur ce postulat de départ, je me disais que de toute façon, on pouvait pas avoir autre chose que ce qui nous est présenté à l'écran, c'est-à-dire que ces 4 personnages ne peuvent pas être fous. Il y a un moment, j'ai cru que l'histoire allait partir un petit peu sur autre chose, il y a un moment un peu de doute, où les personnages qui sont pris en otage essaient de se convaincre, et essaient de convaincre leur ravisseur que ben, peut-être que c'est pas ce qu'ils pensent, que la réalité c'est pas ce qu'ils pensent. Mais pour le coup, non, le film va vraiment là où je pensais qu'il allait aller, c'est-à-dire sur cette révélation finale que ben non, ils sont pas fous, et que doit bien y avoir un sacrifice pour sauver l'humanité. Alors bien sûr, on a des acteurs incroyables, hein. Dave Bautista est très très bien. Rupert Grint, rescapé de Harry Potter, qui en a vraiment sous le pied. Alors il apparaît pas beaucoup à l'écran, mais alors je trouve qu'il est incroyable. Et les 4 ravisseurs d'ailleurs sont tous incroyables, parce qu'ils ont tous une psychologie complètement différente, donc c'est vraiment passionnant. Le film est vraiment bien, il se suit très bien, il est pas très long, et on est happé de la première à la dernière image, surtout grâce à une mise en scène mais brillante. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est la renaissance, enfin, c'est pas la renaissance, parce il est déjà revenu parmi nous, Shyamalan, mais en réalité, il fait preuve d'une mise en scène, mais brillante. On a l'impression qu'il s'amuse encore avec sa caméra. Il a encore envie de travailler sa mise en scène. C'est-à-dire, il se contente pas de venir, de poser sa caméra. Et là, pour le coup, c'est pas du tout un film comme Phénomène. C'est pas juste un film de concept. Le concept, il est là, mais il est magnifié par une mise en scène juste brillante. Vous avez des cadrages un peu déstructurés, un visage qui apparaît pas du tout cadré en bas de l'écran. Vous avez des hors-champs quand il faut du hors-champ. Vous avez les gros plans quand il faut du gros plan. C'est vraiment très, très travaillé. Et je me suis dit, à la vue de ce film, vous l'aurez compris, j'étais un tout petit peu déçu finalement par l'histoire, par le déroulement de l'histoire. Je m'attendais vraiment à être surpris, et là pour le coup on n'a pas vraiment de film à twist, on n'a pas vraiment un twist au sens premier du terme, et là j'aurais presque aimé en avoir un qui me surprenne, et je me dis vraiment, et c'est là-dessus que je finirai un petit peu cette émission, qu'aujourd'hui Shyamalan c'est un très grand réalisateur, vraiment au sens premier du terme, c'est-à-dire que formellement il est capable d'une mise en scène remarquable, et j'aimerais tellement le voir sur de gros projets, c'est-à-dire des projets qui s'appuient sur un script mais ultra solide. Imaginez un Shyamalan aujourd'hui à la tête d'un film où vous auriez un script ciselé, là, quelque chose qui soit prompt à vous surprendre vraiment. Ça fait un moment finalement que Shyamalan m'a plus vraiment surpris au cinéma, depuis The Visit, donc où il appliquait la recette du film à twist. Voilà. J'ai envie de le revoir dans un cinéma de l'émotion, dans un cinéma grand 8. C'est ce que j'attends sur ses prochains projets. À nouveau, il a des projets en gestation, hein, bien sûr, vous le savez, il en a toujours des projets en gestation. Il y a à nouveau un Untitled Shyamalan Project. On va voir ce que ce sera. Mais à mon avis, je peux vous le prédire, ça sera encore un film au concept fort, ça sera encore un film où il y aura un twist, alors si ce n'est à la fin, pendant le déroulement du récit. Voilà, et on va donc s'arrêter là, hein, parce que c'est une émission qui fait partie d'un bilan, et je pense qu'elle va déjà être très longue, donc voilà, comme toujours. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce, ça fait plaisir, et les commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous appréciez le cinéma de Shyamalan, s'il y a des films mal aimés de ce réalisateur que vous appréciez, s'il y a des films dont j'ai parlé dans des termes élogieux et que vous détestez, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein. C'est ouvert à la discussion, à partir du moment où ça se fait, comme toujours, dans le respect et la bienveillance. Moi je vous dis... à très vite, forcément, ce sera ici, hein. Et donc, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Un gros twist à la Shyamalan.
Un gros twist. Un twist à Yachal. Un twist à Yachal. Putain, un twist à la Shyamalan. J'y arriverai pas. Alors, je vais pas dire chef-d'œuvre parce qu'il y a eu tellement de bons films dans la carrière de